Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, moi, quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi, je voulais être... J'ai toujours eu envie petit, je voulais être... Fait comme elle, vie d'air pur et d'eau fraîche, car jamais rien ne l'empêche d'aller plus haut. Alors non, plus besoin de présenter la nageuse, 12 fois médaillée olympique, dont 3 d'or, lors des Jeux paralympiques de 1996, 2000 et 2004. Non, pas besoin de présenter celle qui, désormais, fait partie du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, en charge de l'intégration paralympique. Mais qui connaît les tout premiers pas si faciles de cette enfant née sans bras ni jambes droites et pourtant tout sauf maladroite dans tout ce qu'elle entreprend? Oui, qui connaît la trajectoire olympique de cette jeune fille inspirante, plus jeune française décorée de la Légion d'honneur et désormais maman de 2 garçons à qui elle est bien décidée à transmettre l'idée d'une société qui fait de ses différences une force. Eh bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Ludivine Munoz. Bonjour Ludivine. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être une nouvelle enfant. D'allons enfants, ces 2 mots justement, que vous inspirent-ils? Alors merci surtout d'avoir pensé à moi. Et oui, il m'inspire beaucoup de choses, parce que l'enfance joyeuse et heureuse qu'on peut souvent chacun vivre, et ben pour moi, elle a été aussi marquée d'étapes cruciales qui m'ont mise à l'eau et qui m'ont permis de m'épanouir en tant que femme et de trouver ma place dans cet environnement qui n'était pas tous les jours accessible au vu de mon handicap. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par le commencement. Et ce fameux 27 août 1980 à Nantua, dans l'Ain, c'était un mercredi, un jour dont se souvient parfaitement votre maman. Ludivine, comme ça se présentait pas tout à fait très bien, j'ai été anesthésiée, donc à moitié endormie. Quand je me suis réveillée, j'ai trouvé le gynécologue et puis la sage-femme en larmes. J'ai cru que ma petite fille avait disparu, donc elle était morte. Donc c'est la première chose qu'on aurait demandé, est-ce que mon bébé est décédé? Et ils m'ont dit non. Et il y a eu un moment ça je me rappelle bien, il y a un moment de vide. Puis il me dit, elle a un petit problème, elle n'est pas tout à fait comme les autres. Ils ne l'ont pas montré tout de suite, puisqu'elle avait tout de suite été mise en incubateur. Parce qu'en fait, elle est née à 8 mois à la place de née à terme. Mon mari était à côté de moi, et c'est lui qui m'a dit que Ludivine était née avec un bras et une jambe en moins. Qu'est-ce que vous connaissez de votre naissance, de ce jour? Évidemment, je suis habitué à avoir beaucoup d'invités où c'est souvent beaucoup de moments émus, de joie. Là, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas forcément attendu, puisque à l'époque, on ne connaît pas encore les questions de votre handicap. C'est une surprise pour vos parents, pour votre maman. Est-ce que c'est des sujets que vous avez abordés? Est-ce qu'on vous a raconté le jour de votre naissance? Oui, on me l'a raconté, surtout le moment où on m'a baptisée, puisque il s'avère que sur le papier, j'ai été baptisée à la naissance, parce que justement, ils avaient eu un doute, on est quand même en 1980, donc ils ont un doute de savoir si j'avais pas aussi des difficultés au niveau organes vitaux. Donc ils ont dit, vite, il faut la baptiser, et donc ils ont demandé à la sage-femme d'être ma marraine, et puis au chirurgien d'être mon parrain, mais virtuellement. Et donc c'est cette histoire-là qu'on m'a racontée. Et je pense qu'enfant, moi, je l'ai jamais mal vécu, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours ressenti ça pour un élément difficile pour eux, et j'ai vraiment compris la portée de cette naissance quand moi, je suis devenue maman. Mais dans l'enfance, moi, je l'ai toujours plutôt vécu comme quelque chose qui était spontané, qui est arrivé subitement et qui, pour le coup, expliquait mon histoire. Et je trouve que pour le coup, ça donnait de la force à cette démarche qu'on a tous eue familialement, papa, maman, moi, à essayer de tout faire pour que je me bouge encore plus que les autres et pour faire de belles choses comme du vélo, comme de la natation. Donc moi, je l'ai toujours vécu comme quelque chose qui a peut-être été dur pour eux, mais moi, j'ai pas compris. Et je m'en suis servi comme une force pour dire c'était spontané, c'était pas préparé, alors on fait comme on peut pour avancer avec. On va revenir aussi maintenant sur votre identité de naissance à l'état civil. Ludivine Huguette Gisèle Loiseau. Alors pourquoi le choix de ces prénoms? On écoute encore votre maman. C'est lié aux gens de Mogador. Il y a une jeune femme qui s'appelait Ludivine. Et il y avait un feuilleton qui était à la télévision, qui passait tous les samedis soirs. Ça a duré pendant à peu près, je sais pas, peut-être une dizaine d'épisodes. C'était une histoire. Elle s'appelait Ludivine, parce qu'elle était très jolie. Est-ce qu'elle a d'autres prénoms que Ludivine? Alors attendez, Huguette Gisèle. Moi je me rappelle le nom de ses grands-mères. Elle ronchonnait parce qu'elle avait trouvé que les prénoms étaient pas chouettes. Gisèle, c'est la maman de mon mari, et puis Huguette, c'est ma maman à moi.
Alors moi, j'ai toujours adoré mon prénom Ludivine et j'ai toujours aimé rigoler de la symbolique du guet Gisèle. Alors moi, je suis très attachée à mes grands-mères, donc au contraire, je trouve ça très beau et j'ai fait pareil avec mes enfants. Mais c'était très, très rigolo, surtout quand on est en école primaire et au collège et on doit distribuer les factures de cantine. Et au moment où on distribue les factures de cantine, mais il y a toujours quelqu'un qui appelait « Huguette » au milieu de la cour. Donc j'arrivais bien sûr en courant pour pas que ça dure trop longtemps. Et cette fameuse série, vous l'avez vue ? Oui, je l'ai vue et puis j'ai aussi fait d'autres recherches et un jour, je suis tombée sur une symbolique assez compliquée dans ma tête, c'est qu'il y avait l'histoire d'une Ludivine dans la religion catholique qui avait eu un grave accident petite et qui a été handicapée d'une jambe. Et ça a été marquant pour moi de me dire, mais finalement, ce prénom, au-delà du choix de la série Mogador, mais c'était aussi peut-être écrit, qui devait être inscrit, qu'il m'arriverait quelque chose ou qu'il m'était déjà arrivé quelque chose et qu'il fallait que je vive avec cette histoire. Je ne connaissais pas. On va maintenant, Ludivine, si vous le voulez bien, replanter un peu le décor. D'accord ? Vous êtes née le 27 août 1980, soit la même année que Christina Aguilera, Géraldine Nakache, Venus Williams, le VTT ou encore le Minitel. À l'international, 1980 marque le début de la guerre Iran-Irak, avec à leur tête l'ayatollah Khomeini, côté iranien, et un dénommé Saddam Hussein, côté irakien. En France, François Mitterrand annonce sa candidature à l'élection présidentielle, et ce, 8 jours seulement après un certain Coluche. Cette année-là, voit aussi Marguerite Yourcenar devenir la première femme élue à l'Académie française. Côté cinéma, si l'Empire contre-attaque, deuxième volet de la guerre des étoiles cartonne au box-office, la boum avec Sophie Marceau explose en salle dans l'Hexagone. Cette année-là, Croque Vacances et son lapin Isidore déboule sur TF1 quelques semaines avant que Monsieur Cinéma, présenté par Pierre Tchernia, tire sa révérence sur Antenne 2. Côté musique, alors que Lio se fait connaître avec son Banana Split, France Gall, elle, chante à tue-tête, il jouait du piano debout. Enfin, côté sport, si les Jeux Olympiques d'été se déroulent pour la première fois à Moscou, JO boycottés par plus de 50 pays pour protester contre l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, les Jeux paralympiques se disputent, eux, à Arnhem, aux Pays-Bas, une 6e édition où la France termine 8e avec 72 médailles, dont 4 pour la nageuse Madame Allard. Qu'avez-vous envie de retenir, Ludivine, de votre année de naissance ? Alors, beaucoup de choses, parce que forcément, c'est souvent les années qui nous marquent, les événements qui nous marquent, les chansons qui nous marquent dans notre jeunesse. Donc forcément, je vais retenir les médailles de Madame Allard, parce qu'elle sait rapidement quand je découvre la natation en 92, et c'est grâce justement aux personnes médaillées aux Jeux paralympiques. C'est vraiment eux qui m'ont donné envie d'aller jusqu'à chercher la médaille, puisque on rentre dans un bassin parce qu'on choisit un sport, et puis c'est un athlète, une rencontre, des athlètes, pour le coup, qui rentraient tous de Barcelone en 1992, qui me font briller en racontant l'événement international, l'événement symbolique de paix, l'événement qui nous permet de nous confronter à des personnes qui ont des capacités identiques aux nôtres. Et comme je dis souvent, c'est là où j'ai trouvé la première fois la possibilité de plus être dernière. Et ça, c'est super important, parce que quand on fait du VTT, et c'est le deuxième élément que je vais retenir, j'adorais le VTT, j'adorais le vélo, et c'est quelque chose que les médecins avaient déconseillé à mes parents pour éviter d'augmenter trop rapidement ma musculature du côté gauche. Et donc, je n'avais pas de vélo. Mais à force d'utiliser le vélo de tout le monde, j'ai fini par avoir mon propre vélo, et donc j'utilisais le VTT de mon frère. Et moi aussi, je m'amusais à mettre tout le monde, puisque c'était la période où on mettait les VTT freestyle avec les cale-pieds à l'arrière et à l'avant. Et j'adorais aussi pouvoir être derrière le vélo d'un copain sur les cale-pieds. Donc le VTT, pour moi, c'était source de liberté, même si au départ, c'était pas très conseillé. On reparlera un petit peu de tout ça un peu plus tard. On va reparler un peu de vos parents, Daniel et Françoise, mariés en 1973. Votre papa, Daniel Loiseau, né en 1950, à côté de Vendôme, dans le Loir-et-Cher, très brun, aux cheveux très courts et aux yeux très foncés, meneur d'hommes, gros bosseur. Votre papa a fait les arts et métiers, puis travaillé comme cadre dans l'industrie, avant de monter une entreprise familiale avec votre maman, justement. Alors, quel genre de papa est-il et qu'avez-vous hérité de lui ? C'est un papa qui ne me refusait rien. Je pense que c'est sa façon à lui
de compenser la difficulté de ma naissance et de cette enfance qui, pour lui, était plus compliquée que celle des autres enfants. Donc moi, je pouvais tout lui demander, inviter une quinzaine de copains à l'adolescence dans la maison. Donc c'est un papa aussi qui m'a aidée parce que scolairement, j'étais pas une matheuse. Et lui, par contre, il l'était. Donc c'est quelqu'un qui a été ma lumière dans mon orientation aussi scolaire et qui du coup était là pour me réexpliquer pour la énième fois les choses que moi je comprenais pas si facilement. Et surtout, c'est celui qui a tenu le volant de ces voitures qui m'ont emmenée à toutes les compétitions nationales au début, puisque j'étais jeune, j'ai commencé, j'avais 11 ans. Et du coup, il fallait traverser la France. Il fallait tous les samedis m'emmener jusqu'à Lyon alors qu'on habitait vers Nantua pour que je puisse m'entraîner avec des gens qui étaient également en situation de handicap, pour que je puisse performer et avoir de la technique différente de l'entraîneur qui, au quotidien, était là au niveau des clubs valides. Donc lui, il a tenu ce volant, il m'a emmené à l'aéroport de Villacoublay, il est venu me chercher X et X fois, il m'a trimballé de ma première communion pour aller jusqu'à une compétition à Annemasse. Voilà, donc c'est lui qui a tenu le volant et quoi qu'il arrive, il a jamais dit un jour « je suis fatiguée, j'en ai marre, c'est trop long ». Votre maman, Françoise Loiseau, née Bigeot en 1953 à Oyonnax, une femme aux yeux marrons, de nature volontaire, qui va de l'avant, un brin impulsive, c'est pas moi qui l'ai dit. Elle a longtemps travaillé avec votre papa avant de devenir buraliste depuis 2011. Un peu les mêmes questions. Quel type de maman est-elle et en quoi pensez-vous lui ressembler ? Alors elle m'a transmis son combat pour moi. C'est une maman hyper dynamique qui au contraire n'a jamais mis de frein dans mes difficultés du quotidien. Et ensemble, on a trouvé à chaque fois des solutions. Et je pense que c'est ce que j'ai vraiment récupéré d'elle, c'est l'énergie, la dynamique qu'elle a mis dans mon développement personnel pour tout faire. J'ai fait du ski très jeune. Je fais même du patin à glace. Bon, là, elle a trouvé que c'était peut-être un peu la limite. Elle a accepté que j'ai une mobilette. Enfin, voilà. Elle a toujours poussé mon énergie pour aller chercher la solution et pas au contraire pour plaindre mes difficultés. Et c'est vraiment ça que j'ai récupéré d'elle encore aujourd'hui. Alors, vous êtes aussi la deuxième d'une fratrie de 2, puisque vous avez un grand frère, Raphaël, né en 1978. Alors, quel genre de petite fille étiez-vous ? On écoute la version de maman. Mais c'est une petite fille qui a toujours été beaucoup plus éveillée que les autres. Parce que c'est une petite fille qui a toujours réfléchi à tout ce qu'elle devait faire. Ce qui est chez un enfant un réflexe, elle, il fallait qu'elle réfléchisse pour faire la même chose. Donc c'est une petite fille qui a toujours été très mûre pour son âge. Elle n'a pas vécu comme les autres, donc toutes les fois qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose comme elle avait qu'une seule main, eh ben elle le faisait. Mais à chaque fois, il fallait réfléchir. Une chose simple, attacher ses lacets. Elle a appris avec son pouce et ses 2 doigts à faire les boucles et attacher ses lacets. Moi, j'ai montré comme je pouvais, jusqu'au jour où elle m'a attaché le lacet toute seule, avec une seule main. Parce qu'il faut bien savoir que Ludivine est née avec un demi-corps, donc son cerveau est conçu pour n'avoir qu'une seule main. Quelqu'un qui perd une main, son cerveau, il a 2 mains dans sa tête. Donc, chaque fois qu'elle faisait quelque chose, elle réfléchissait et elle arrivait toujours à ce qu'elle voulait. Mais à chaque fois, il fallait qu'on trouve une petite combine pour simplifier les choses et tout. Et je peux vous dire qu'elle a marché à 13-14 mois, elle a mangé toute seule. À chaque fois, on a cherché des petites combines pour pouvoir avancer. Elle n'a jamais été en retard sur quoi que ce soit. Elle a toujours évolué dans le bon sens. Je suis étonnée de ne pas avoir entendu que j'étais une chipie. Parce que oui, je trouvais des solutions, mais quand les choses étaient un peu plus compliquées, comme courir, comme passer un obstacle, j'hésitais pas à demander à mon frère et à m'exprimer de façon assez forte pour être sûre qu'il m'oublie pas. Donc j'ai été aussi une petite chipie avec mon frère, avec certains copains-copines, pour avoir ma place, parce que finalement j'avais besoin d'exister. J'étais pas la première en course à pied, j'étais pas la première en vélo. Donc j'avais besoin, à ma façon, aussi d'être vue, d'être visible et d'être prise en considération par mes copains, mes copines. La place du frère, justement, le grand frère. On sait que dans les fratries, c'est mon cas, le numéro 2, on a toujours envie de un petit peu prendre le pli, peut-être un accélérateur. Il y avait aussi cette canne spéciale fabriquée par votre grand-père qui vous a aussi permis d'avancer peut-être un petit peu plus vite. Est-ce que le caractère psychologique, à ce moment-là, il est déjà identifié chez vous ? Je pense pas, non, je pense qu'on évolue avec les années en grandissant. Je pense juste que moi, j'ai assez vite compris qu'il fallait que j'aille aussi vite que possible pour suivre le groupe. Je voulais surtout pas rester assise sur un banc. Et je pense que la personne qui en a peut-être le plus souffert, justement, c'est mon frère.
parce que mes parents ont passé beaucoup de temps physique avec moi pour aller chez le prothésiste. Ça prend du temps, c'est loin. Et puis, il n'allait pas passer ses après-midi à nous attendre sur le banc de la salle d'attente chez le prothésiste. Donc, lui, il restait avec ses copains, il restait à la maison. Mes parents ont passé beaucoup de temps aussi pour m'emmener en compétition parce que c'était loin. Il n'y avait pas autant de compétitions qu'on peut avoir au niveau départemental pour des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Donc, je pense que finalement, c'est lui qui en a le plus souffert par la solitude que lui, il a vécue et par l'énergie et l'attention que mes parents ont mis en moi pour que je puisse avoir une vie presque normale. Et je pense que c'est lui qui a eu une adolescence plus compliquée que moi, parce que moi, finalement, c'était un peu normal si j'avais des problèmes. Donc, on était peut-être plus tolérante sur le fait qu'il y a des matins, ça pouvait être un peu plus compliqué. Alors que lui, on attendait de lui, par contre, qu'il prenne pas beaucoup de place et qu'il nous suive. Donc oui, c'est lui qui a eu du recul, on aurait dû faire différemment. Si vous êtes donc né à Nantua, vous grandissez à Chavanoz, dans la région lyonnaise. C'est d'ailleurs là que vous allez découvrir l'école. Alors encore une fois, quel genre d'élève étiez-vous ? Petit élément de réponse. Alors, j'ai affaire à une très bonne élève qui veut toujours se mettre en avant parce qu'elle sait, c'est pas par hasard. Elle participe toujours, elle ne se plaint pas. Elle arrive à faire des choses assez extraordinaires compte tenu de son handicap. Par exemple, à tirer des traits avec une règle, tenir avec son petit mognon ses instruments pour écrire, pour tout, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et je crois qu'elle avait ce besoin de toujours gagner, de toujours vaincre tout ce qui n'allait pas. Vous voyez, de pas le montrer. Les enseignants, vous voyez, faisaient de ce qu'on appelait l'EPS, l'éducation physique et sportive. Le jeu de ballon, elle voulait toujours participer. Moi, elle me faisait peur. Quand même, avec une prothèse, vous voyez, c'est pas évident. Et elle voulait jouer, gagner, marquer, être dans les premières, toujours. Parce que Ludivine, c'est quelqu'un d'attachant, de souriant, de volontaire. Pour moi, c'est une belle réussite. C'est magnifique. C'est beau que ça se soit vu, ma volonté de m'intégrer finalement dans un collectif qui n'était pas toujours le plus simple pour moi. Et on parle de sport de ballon. J'ai un souvenir impérissable de la gym, de l'EPS, où il y a un jour, on était sur des ateliers de gym. Et il fallait faire un salto avant. On prenait notre élan, on courait, on prenait l'élan sur le trampoline et on devait faire un salto avant et on atterrissait sur le tapis. Et un jour, mon salto était bien, sauf que ma prothèse était un peu plus sur la droite et le prof de PS, ma ballerine a volé puisqu'elle n'est pas restée accrochée à la prothèse et le prof de PS se l'est pris en pleine figure. Donc moi, j'étais toujours volontaire pour participer et eux étaient toujours volontaires pour que je participe. C'était très important. C'est vrai qu'ils m'ont toujours intégrée sans se poser de questions, mais des fois, ça pouvait complexifier un petit peu la règle du jeu. Et puis des fois, j'hésitais pas quand vraiment j'étais épuisée. Je m'arrêtais, mais non, j'ai vraiment eu une enfance en primaire dans cette école avec Suzanne, mon institutrice de CE2, CE1, une des plus belles années, des années vraiment magnifiques parce que la primaire, les enfants finalement voient vite ma différence, mais au bout d'un moment, ils l'oublient. Je trouve que la primaire est plus facile que le collège. Il s'agit donc effectivement de Madame Biojou, Suzanne, vous le dites, votre prof en CE1, CE2. C'est aussi avec elle que vous allez découvrir la natation à l'occasion d'une journée d'initiation, accompagnée de votre maman, et puis vous vous sentez très vite à l'aise dans l'eau, et vous n'aviez d'ailleurs peur de rien, comme le dit votre maman, qui va vous inscrire dans la foulée à la piscine de Charvieux-Chavagneux pour les mercredis après-midi, et ça y est, une nageuse est née. C'est vrai que c'est les années CE1, CE2 où on apprend à découvrir l'eau, et ça a été un vrai déclic. Je pense que c'est là que je découvre qu'on peut être heureuse sans prothèse et faire du sport sans prothèse. Et je me sentais vraiment hyper à l'aise, comme on peut être le soir quand on a enlevé ses baskets ou son jean un peu trop serré. Et c'est ce que j'ai ressenti dans l'eau. En plus, la différence dans la pratique, elle n'était pas en CE2 importante. Donc j'allais presque aussi vite que les autres copains de la classe. Et ça a été une révélation. Et ce club de Charvieux-Chavagneux a pris le temps de trouver un entraîneur qui avait de la bouteille. C'est souvent les entraîneurs d'un certain âge qui acceptaient de me donner des cours particuliers. Et assez vite, on a appris à nager, mais la brasse, le crawl, le dos. Donc c'était magique. Vous remportez même votre première coupe, une coupe du mérite remise par la mairie. Vous aviez participé aux 24 heures de piscine pour une bonne cause avec votre copine Perrine. Et puis un jour, vous allez justement participer à une journée porte ouverte du côté de la piscine de Sainte-Foy à Lyon. Et là, voilà, et vous tapez dans l'œil d'un entraîneur, Monsieur Badjani, si je dis pas de bêtises, qui voit en vous ce potentiel. Et là, ça va très vite ensuite.
C'est vrai que ça va très vite et c'est vraiment une personne clé dans l'histoire de mon sport, de moi en tant que sportive de haut niveau, parce que je suis venue pour une journée porte ouverte pour voir un petit peu ce qu'était la fédération handisport. J'avoue que j'étais pas convaincue. C'est le prothésiste qui avait suggéré cette idée à mes parents parce que moi, j'arrivais en 6e et là, le collège avait été un petit peu dur sur la pratique sportive parce qu'il commençait souvent les cours de PS par de l'échauffement, partir en courant, faire des randonnées. Et là, on a compris la limite de ma pratique. Bon, j'étais contente d'avoir 2 heures de perm pour faire mes devoirs, mais c'était difficile de se dire j'étais exclue tout de suite du groupe de sport parce que j'aurais bien aimé faire du tennis de table, du badminton avec tout le monde. Et finalement, donc c'est là que je rencontre Jean Badjoni, et c'est vraiment une révélation. On l'a vu dans son regard. Tout de suite, il m'a sorti de l'eau. Tout de suite, il a dit il faut que je parle à tes parents. Et tout de suite, il a été assez pédagogue, assez disponible, assez patient pour que j'apprenne correctement à nager et pour me présenter en compétition le jour où je ramenais une médaille déjà au niveau départemental. Donc il a su motiver aussi les résultats tout de suite sans m'amener un peu perdue, sachant que je suis jeune, j'ai 11 ans et c'est très très jeune dans la pratique handisport en 1991. Et tout de suite, il m'a emmenée de compétition en compétition et puis il n'a pas fait que m'apprendre à nager, il a aussi structuré mon mental. Le mental de zéro attachement matériel quand on prépare une compétition. Il m'a appris comme ça des choses très importantes pour moi qui ont été clés dans ma vie de sportive. Et puis là aussi, les résultats s'enchaînent, quoi. C'est premiers championnats départementaux, premier championnat de France en 92. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait d'avoir croisé ces athlètes de retour de Barcelone qui vous donnent peut-être encore plus l'envie et presque la conviction que c'est aussi, pour vous, une possibilité. C'est une possibilité qui a été évidente assez rapidement de me dire qu'on me proposait, dans ma vie de jeune étudiante, de petite fille, d'adolescente, on me proposait autre chose que simplement essayer de passer mon temps à me battre pour avoir une place dans un collectif qui allait plus vite que moi dans le sport. Et là, on me proposait autre chose. On me proposait la possibilité de partir en stage international avec d'autres collègues. On me proposait la possibilité d'être autonome. On me proposait celle d'aller gagner une médaille. Potentiellement à terme, pourquoi pas, d'avoir un article dans la presse locale. Je pense que tout ça, ça a très vite brillé dans mes yeux. Et mes premiers championnats d'Europe, et pourtant le niveau était très faible puisqu'on est en 93, premier championnat d'Europe. On sait qu'après les Jeux, mais je le sais aujourd'hui, les sélections sont plus faciles pour les jeunes parce que souvent, ceux qui ont beaucoup de médailles et qui ont une carrière déjà longue s'arrêtent après les Jeux. Et là, on sait que l'année d'après, c'est un peu l'espoir, les jeunes qui démarrent. Et on m'amène à ces championnats d'Europe, et ça a vraiment été une révélation pour moi, de me dire que j'excellais dans quelque chose, que je pouvais être première, et que je pouvais vivre autre chose, toute seule, sans le poids finalement des parents qui veulent toujours qu'on réussisse. Donc c'était magique. Et en gros, votre devise, là, ça devient un peu aide-toi, le ciel t'aidera. Vous invitez d'ailleurs tous les jeunes handicapés à oser, à se tester, à se présenter dans un sport pour se faire déjà une idée, savoir si ça leur plaît, savoir s'ils ont le potentiel. C'est un message important à faire passer encore aujourd'hui. Oui, c'est un message très important. Alors, je le pondérerais plus aujourd'hui parce qu'adulte, je suis capable de voir que tout le monde n'a pas la capacité de tout faire. Mais en tout cas, pour moi, jeune fille, dans mon enfance, aide-toi et le ciel t'aidera, c'était vraiment, vraiment la phrase clé pour dire, il faut essayer au moins, il faut y aller, il faut avancer, il faut essayer. Et c'est pas les autres qui peuvent le faire à ta place. Et je pense que c'est ça qui m'a poussée à m'entraîner pour attacher mes cheveux avec un chouchou, avec une barrette, pour attacher mes lacets, pour couper ma viande et surtout pour nager. Et c'est vraiment important pour moi qu'au moins les gens ils aient une part de volonté. Et c'est le message que je porte aujourd'hui. Alors, on a tous des capacités, des incapacités. Mais en tout cas, si on s'aide nous-mêmes à avancer, déjà, on avance et on réussit. C'est pour ça que souvent, vraiment, ma motivation aujourd'hui, c'est de transmettre positivement ce qu'on peut faire avec ce qu'on sait faire. Et ça, c'est super important. D'ailleurs, le CPSF, le Comité paralympique et sportif français, a mis en place un programme, la relève, si je ne dis pas de bêtises, pour identifier justement le potentiel de futurs athlètes paralympiques. Évidemment, on va en reparler un peu plus tard sur ce projet de Paris 2024, mais il faut évidemment profiter de ces opportunités-là pour découvrir justement des talents comme vous l'avez fait un peu à l'époque, quoi. C'est important parce que moi, j'ai eu la chance de croiser une journée porte ouverte, de croiser des gens qui connaissaient l'existence de cette journée porte ouverte, et c'est pas toujours le cas. Donc, la communication qu'on peut faire autour de dispositifs comme la relève, ou comme des formations, ou comme des comités départementaux qui font des portes ouvertes, ou les journées nationales de la NSTAPS, sont des choses qui nous permettent de nous rendre visibles en tant que sportifs de haut niveau ou pas, hein, et puis qui accompagnent la personne en situation de handicap. Souvent, elle choisit pas forcément le sport
qui correspond le mieux à son handicap. C'est-à-dire que moi, forcée musculairement, si demain je faisais de la musculation, j'augmente ma masse musculaire et forcément, ça ne me redonne pas toute la mobilité dans le temps, ça peut être contraignant. Donc, il faut choisir aussi le sport qui permette de s'épanouir, c'est sûr, d'aimer ce sport, mais aussi qui est plus facile en fonction de son handicap. Vous imaginez bien que moi, avec une jambe, un bras en plus du même côté, le tennis fauteuil en fauteuil roulant, c'est pas si évident que ça. Donc voilà, c'est un peu cette démarche-là de la relève. Et puis aussi, c'est faire comprendre à tous les gens en situation de handicap, le haut niveau, c'est magique, c'est génial. Mais rien que le sport. Le sport, ça développe notre capacité physique. Je pense que j'aurais jamais réussi mon transfert à Paris à 40 ans si j'avais pas été sportive de haut niveau. Avec la conscience qu'il va falloir que je m'entraîne, parce que je prends beaucoup les escaliers, qu'il va falloir que je fasse attention à mon poids. Parce que tout ça, c'est de la rééducation, finalement, la mobilité au quotidien. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, et je pense que c'est ça qui est important. La pratique sportive, elle nous permet d'avoir plus de capacités. Pour revenir un peu à votre parcours scolaire, vous êtes donc allé au collège chez les Maristes, à la Verpillière, avant de revenir à Nantua, au lycée Xavier Bichat. C'est notamment là que vous allez rencontrer Adeline, encore votre amie aujourd'hui. Elle est arrivée, on la connaissait pas, elle avait des cheveux coupés un peu à la garçonne. Là, pour se présenter, elle a plutôt mis le sport en avant en disant moi je fais de la natation à haut niveau. Elle préparait ses premiers Jeux Olympiques puisque j'étais à Atlanta. Moi, je l'ai rencontrée en 95. Et c'était ses premiers Jeux Olympiques à Atlanta à 96. Et donc, elle nous a un peu expliqué ça, qu'elle avait trafiqué une mobilette pour pouvoir l'utiliser, qu'elle allait à ses entraînements, à la piscine. C'est comme ça qu'on s'est mis un peu à discuter. Et moi, j'ai trouvé ça, par rapport aux histoires d'ados que vous avez à côté, c'était extraordinaire, quoi. Effectivement, on a la chance d'être toujours en contact depuis qu'on a un petit groupe comme ça depuis le lycée. Et on a trouvé en nous les différences qui nous ont liés. Donc moi, c'était par le sport, par la possibilité de tout oser, que j'ai accompagné Adeline et puis mes copines à avancer toujours. Et puis elles m'ont été un soutien scolaire. Faut être clair aussi, c'est que quand on fait du haut niveau, surtout quand le haut niveau n'est pas programmé dans le planning de la semaine, c'est en plus le soir après l'école avec un autre bus, un autre moyen de transport, enfin vraiment des barrières pour arriver de Nantua à la piscine de Yona. Et ben si je ne les avais pas eu aussi dans l'accompagnement scolaire, je pense que je ne serais jamais arrivée jusqu'à Bac+5 comme aujourd'hui. Et elles m'ont donné des sacrés coups de main et c'est des valeurs pour la vie. On aime bien faire un petit cadeau à notre invité. Hop là, dans Allons enfants. Est-ce que vous pouvez juste nous l'ouvrir et nous le décrire ? Merci, je suis très touchée par le petit cadeau. Alors, en bruit, j'arrache délicatement, c'est un grand mot. Un cadre, donc j'imagine un dessin ou une photo. Donc c'est une photo de Tom Cruise dans Jerry Maguire, qui fait partie de mes films préférés d'adolescente. Et ça, je suis sûre que ça a été suggéré par Adeline. C'est possible. Merci. Effectivement, Tom Cruise, 1997, vous avez 17 ans, c'est aussi la période de l'adolescence, cette période où voilà, on change, on se cherche, nos corps, la séduction, toutes ces périodes-là, vous les traversez comment ? Je les traverse difficilement, je les traverse avec des larmes tous les soirs dans mon lit. Mais ça, je le partage avec personne, parce que forcément, je pense que le poids de mon handicap était déjà assez important pour ma famille. Je pense que tout le monde avait déjà envie de me pousser, de m'accompagner vers la réussite. Ils n'avaient pas besoin de savoir qu'en plus, j'étais en difficulté. Et c'est vraiment ce rapport homme-femme qui arrive à cet âge-là. Et moi, je me dis, mais quelle est ma place dans cette société où finalement, je suis différente ? Et un jour, je crois qu'on me dit, l'esthétique est dans la symétrie. Ah, un vrai choc, un choc mental. Je me regarde dans la glace, j'ai tout sauf de la symétrie. Bon, le visage est globalement assez symétrique. Donc là, je comprends les difficultés peut-être que je vais rencontrer, ou en tout cas, je suis gelée, frigorifiée par cette inquiétude. Et en plus, on organise une boum. Moi et une copine, on organise une boum. Et ce soir-là arrive, à l'époque, il y avait encore le quart d'heure des slows. Le quart d'heure des slows arrive. Et là, je suis seule sur ce banc. Et je pense que ça a été un électrochoc ce jour-là. Donc, j'ai beaucoup maintenant de techniques pour éviter cette partie mal à l'aise. Donc, je vais aux toilettes, je vais boire un coup. J'ai beaucoup de techniques. Mais c'est surtout un élément déclencheur dans ma tête où je me dis, si je suis la personne qui, en plus, a une crise adolescente et pas gaie ce matin, et pas bien dans sa tête, fait la tête, cherche des histoires, ben là, c'est plus sur le banc que je vais rester. C'est carrément dehors de la salle
de spectacle. Donc c'est vraiment un choc pour moi en me disant il faut que je sois toujours souriante, toujours en forme, toujours positive, que j'accompagne ceux qui ont envie d'être accompagnés, que je transmette mon énergie, parce que par contre j'en ai de l'énergie, elle n'est pas artificielle, parce que j'ai pas envie de rester seule. Et puis, de hasard de la vie, peut-être à force d'être positive, j'ai eu beaucoup de copains. Du coup, j'ai eu besoin de me prouver que je pouvais avoir des petits chéris. Donc, j'ai eu beaucoup de petits chéris. Adeline. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Adeline m'a quand même plutôt donné une version rassurante et même à dire que vous étiez effectivement plutôt même dans celle qui se débrouillait plutôt mieux que les autres. J'ai eu besoin de me le prouver, je pense. J'ai vraiment eu besoin d'aller chercher la rencontre avec les autres pour me prouver que je pouvais séduire, que je pouvais avoir un petit copain et que mon handicap pouvait ne pas être un frein. Donc ça va, effectivement, comme Adeline l'a bien expliqué, je m'en suis bien sortie. Mais c'était quand même des périodes difficiles parce que c'est pas parce qu'on a des petits copains qu'on se dit est-ce qu'un jour je serai maman ? Est-ce qu'un jour quelqu'un se mariera avec moi ? Aujourd'hui, ça paraît anodin, ça paraît pas uniquement, pas exclusif, mais quand on est adolescente et qu'en plus, alors c'est vrai que le sport de haut niveau était un peu l'échappatoire de ma colère. Je le dis souvent. Je dis que j'étais dans l'eau et toute cette énergie, ces allers-retours, j'ai fait des 2000 chronos, j'ai fait des 10 fois 100 départs 2 minutes avec l'entraîneur, avec un parapluie tellement il pleuvait. J'ai vomi physiquement entre chaque 100 mètres et on m'a redonné un sucre et je suis retournée dans l'eau. C'est parce que j'ai mis toute cette colère de pourquoi moi ? Voilà, c'est vraiment la question. Pourquoi moi ? À la limite, je sautais à personne d'autre. Mais pourquoi moi ? Personne n'avait rien fait pour que ça m'arrive à moi. Mais c'est le hasard de la vie. Donc, j'ai transformé tout ça en énergie, en médaille paralympique. Mais ça a été quand même une période très dure et dure de mes 11 ans, je dirais, à mes 20 ans. Et à côté de ça, est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on verbalise ? Ou est-ce que, au contraire, on n'a pas envie de remettre ça sur la table systématiquement ? Comment on gère le handicap quand on est un enfant et encore plus peut-être un ado ? Alors, on verbalise parce que je participais à des compétitions en e-sport. Donc là, on le verbalise avec les copains. Et je pense que de voir aussi tous mes collègues nageurs mariés avec des enfants, avec une vie mais complètement normale, malgré la voiture équipée, malgré la petite adaptation au quotidien. Donc on comprend que c'est possible, très vite, grâce à ça. Donc on en parle entre nous. Ma maman, même si moi, j'abordais pas le sujet de ma tristesse, elle me parlait du rapport homme-femme. Elle me disait toujours que... Alors, elle n'était pas en train de se dire que j'allais y arriver. Elle se disait plutôt, si un jour tu as envie d'être maman, tu t'inquiètes pas, aujourd'hui on peut avoir les enfants tout seul et puis on les lèvera ensemble. Et c'est vraiment une phrase qui a marqué aussi ma vie, qui pour le coup m'a pas tout de suite rassurée. Mais je comprends par contre ce qu'elle a fait. Je comprends ce qu'elle a voulu me transmettre comme message. Donc on verbalise pas les inquiétudes. Moi je verbalisais pas les inquiétudes auprès des autres. Parce que je ne voulais pas partager ma tristesse, parce que je voulais pas que les gens me plaignent, parce que j'avais peur de leur faire de la peine. Et puis surtout, ils n'avaient pas de solution pour moi. C'était à moi de les trouver. Cette fameuse adolescence, pas toujours facile, où on se forge nos caractères et où les rencontres amicales ont aussi leur importance, comme nous le confirme très joliment Adeline. À l'adolescence, même si vous n'avez pas de handicap, vous avez plein de choses qui vous font penser que vous avez un handicap par rapport pour aller de l'avant et pour se projeter dans le monde des adultes. Et la voir auprès de nous et voir qu'elle arrivait à avancer avec son handicap, ça a été vraiment un élément moteur pour nous tous, un modèle. Et en tout cas, personnellement, moi je suis médecin, je suis pas sûre que j'aurais réussi à faire médecine si j'avais pas rencontré Ludivine et cette volonté de se dire, tu penses que t'es pas capable de le faire, moi je te dis que t'es capable et que tu vas y arriver. C'est très beau. Alors là, je suis marquée par ces mots, ces phrases. Et au contraire, moi, les voir, elles aussi, avec des questions sur la grosseur de leurs genoux, la grosseur de leurs yeux ou leur nez, mais aussi, ça m'a renvoyé le fait que moi, c'est mon handicap, mais ça aurait pu être autre chose. Si j'avais pas été en situation de handicap, j'aurais peut-être autant mal vécu mon adolescence, parce que c'est là qu'on comprend aussi que les hormones se chamboulent. Mais nous, on le sait pas quand on est dans l'adolescence, on comprend pas ce qui nous arrive. On n'imagine pas qu'aussi on est plein de contradictions et c'est naturel parce que ça fait partie de la puberté. Mais ça, on ne le sait pas assez. Mais finalement, ça aurait pas été le handicap, ça aurait été autre chose. Ça, j'en ai assez vite quand même pris conscience, adulte, que les moments difficiles, il n'y a pas que moi qui les ai vécus. Vous n'avez, entre guillemets, que 16 ans quand déjà ces premiers Jeux Olympiques arrivent à Atlanta. 5 médailles, une en or sur 50 mètres nage libre. Ça va très vite, c'est fabuleux, non ? Ça va très vite, surtout qu'on n'était pas parti sur ces plans-là. Je pense pas, j'ai pas souvenir qu'on se soit projeté avec l'entraîneur sur des médailles. On s'était surtout projeté sur tu fais bien ta compétition, tu capitalises tout ce que tu as appris avec moi. Donc moi, j'avais pas eu le sentiment en arrivant aux Jeux paralympiques à Atlanta d'être une chance de médaille réelle.
Première course, je suis 4e, 200 mètres 4 nages, c'est pour me mettre dans l'eau, donc c'était vraiment pour me marquer. Et là, je comprends quelque chose d'énorme, c'est qu'il y a des spectateurs. C'est terrible. Et je me rappelle encore de cette série du 200 mètres 4 nages. Je plonge et j'ai une crampe dans le toute petite partie de mon bras droit qui ne sert à rien dans l'eau. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une crampe à cet endroit-là. Donc là, on comprend bien l'aspect psychologique et le stress, quel poids il peut avoir sur ma course. Donc très bien, j'essaie de me recapitaliser. Et puis le lendemain, je fais une médaille d'or aux 50 mètres papillon et je suis disqualifiée. Et je pense que c'est l'épreuve la plus dure de toute ma vie. Parce que je l'avais, cette médaille d'or. Alors, elle n'a pas été mise autour de mon cou. J'ai été disqualifiée dans la minute qui a suivi ma sortie de l'eau parce qu'ils ont considéré que j'étais pas assez parallèle au niveau de mes épaules dans l'eau. Alors, depuis, le règlement a changé, mais c'est comme ça. Et là, je pense que mon monde s'effondre. Et je suis entourée, très entourée. Mes parents sont par là. Donc, je me rappelle être allée à une soirée chez l'ambassadeur ce soir-là. Il a confié son téléphone personnel à mon collectif pour que je puisse contacter mes parents. Et le lendemain, ils ont décidé de me sortir de là, de me secouer un bon coup, de me remettre dans le bassin. Et j'arrive à ramener cette fameuse médaille d'or qui a énormément de valeur sur la dernière course, dernière finale, dernier jour. Et je ramène en plus en un temps exceptionnel. Donc vraiment, c'est un souvenir grandiose. Et même si j'ai conscience que ça ne changera pas ma vie, les Jeux paralympiques en 1996 sont peu connus. J'ai raté tout l'été à l'école. Enfin, les copines ne m'ont pas vue de l'été. Et tout le monde se demande, mais t'étais pas au lac cet été? Et pour autant, moi, j'ai conscience que ça change pas ma vie. Par contre, ça me donne une immense fierté au point de se dire, j'ai accompli quelque chose de grandiose pour moi. Ça donne une confiance en soi qui est énorme pour continuer. Ça ne change pas votre vie, mais tout de même un peu. Retour d'Atlanta. Et là, vous devenez la plus jeune Française à recevoir la Légion d'honneur à 16 ans. Là, ça doit en jeter quand même un peu, non ? Alors, je me rends pas compte de ce qui se passe. Alors, j'ai pas 16 ans, justement, c'est leur grande problématique, c'est que je les ai pas encore, mes 16 ans. Et en plus, c'est la première fois qu'ils remettent la Légion d'honneur aux athlètes paralympiques. Mais ça aussi, je ne mesure pas tout ça. Et effectivement, on m'a expliqué, puisque le président de la République à l'époque, M. Chirac, m'accorde une photo personnelle et m'explique que ça a été compliqué me concernant. Je rencontre le grand chancelier de France. Et c'est là, en rentrant chez moi, je me dis, mais en fait, tout le monde s'est battu pour que je laisse cette Légion d'honneur, parce qu'ils avaient refusé. Ils avaient refusé dans un premier temps. Et notre président de la fédération, André Auberger, a dit « Mais si vous ne la donnez pas à Ludivine, qui a ramené 5 médailles, la donnez à personne. » Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'avoir des photos particulières, d'avoir une considération de M. Chirac, que j'ai revu plusieurs fois dans ma carrière sportive. Et puis effectivement, alors sur le coup, on cherche à comprendre ce que c'est que la Légion d'honneur quand on a 15 ans, ce que ça représente. On comprend que souvent, on a fait un acte militaire, on a sauvé des gens. On comprend que les sportifs, ça peut être partagé et mitigé. Mais par contre, quelle fierté de se dire qu'on a représenté son pays à l'étranger. Ça, c'est un moment inouï. Et le souvenir que j'ai énorme, c'est mon collègue à côté il a vu qu'il y avait un pli sur le tapis quand je devais faire mes fameux 3 pas en avant pour me faire décorer par Monsieur le Président. Et il me dit « Attention, il y a un pli sur le tapis ». Donc ça, c'est pareil, ça restera un souvenir mémorable d'enjamber ce petit pli sur le tapis pour pas que je m'étale devant le Président. 4 ans avant, vous voyez les athlètes olympiques revenir de Barcelone. Moi, j'adore ça aussi dans Allons enfants, c'est de se dire qu'on peut basculer de ceux qui admirent à ceux qui font. Il faut y croire, quoi. Il faut oser, il faut y aller, non ? C'est vrai que enfant, je pense qu'on croit en tout. Et quand j'entends aujourd'hui mes enfants qui ont le même âge, ils me disent demain ils sont champions olympiques. Moi j'ai eu exactement le même réflexe. Je me suis jamais demandé si j'avais les qualités physiques pour le faire. C'est ça qui est dingue. C'est ce que j'adore chez les enfants, c'est que tout est possible. Et après effectivement, alors moi je suis quand même étape par étape. C'est-à-dire que j'explique que je rêvais de compétition internationale, mais dans ma tête d'abord c'est championnat d'Europe. Ensuite c'est championnat du monde parce que j'ai peur de l'échec. J'ai très très peur de l'échec et du coup j'ai tendance à me lancer sur des choses qui sont potentiellement atteignables. Je vais pas dire à tout le monde je voulais la médaille d'or tout de suite. Je suis certaine d'avoir dit d'abord je vais faire le championnat d'Europe, ensuite le championnat du monde et j'espère être sélectionnée. Et une fois qu'on est sélectionné, bon allez, je vais aller chercher une médaille. Voilà, j'essaie quand même d'aller étape par étape parce que j'ai toujours peur que de se fixer un rêve inatteignable. Je suis née avec un bras et une jambe. C'est sûr, si j'avais dit à ma maman un jour, « Maman, j'aimerais bien être chirurgien », j'espère qu'on aurait eu une grande discussion. Ou « Maman, je veux être pompier de Paris », j'espère aussi qu'on aurait eu une grande discussion. Donc j'essaie quand même toujours, même si l'entraînement est important pour réussir, c'est de me fixer un objectif atteignable. Alors atteignable, c'est vrai, je vous dis médaille internationale, les gens doivent dire c'est pas atteignable à tout le monde. C'est sûr que c'est pas atteignable à tout le monde. Et finalement, je m'en suis rendu compte que j'avais une résistance physique qui était importante. Parce qu'au final, vous allez quand même vivre 2 autres Olympiades, Sydney en 2000, Athènes en 2004. Le bilan
n'est quand même pas forcément atteignable par tous. Je vais pas me contredire parce qu'il faut évidemment y croire, mais c'est 12 ans, entre 92 et 2004, 12 médailles olympiques, on l'a dit, dont 3 d'or, 14 aux championnats du monde, 25 aux championnats d'Europe, sans compter toutes celles que vous avez remportées à l'échelon national. Et puis il y a aussi ce fameux 36-02, ce chrono sur 50 mètres nage libre. De toute cette carrière, c'est un peu vache comme question, mais si vous ne deviez en garder qu'un de souvenir, ce serait lequel ? Je garde vraiment la médaille d'or à Athènes, la dernière. Pareil, dernière course. C'était écrit dans mon histoire que je terminerai toujours mes compétitions par ma course fétiche. Et le bonheur, l'immense bonheur qu'on peut avoir dans ce cœur. On a vraiment l'impression ce jour-là que mon cœur va exploser tellement il est source de bonheur. On connaît dans sa vie un jour terrible où le malheur, le poids de la difficulté, quand on respire à chaque respiration, la peine. Mais il existe aussi, et j'en suis témoin, un immense bonheur où je pense que mon cœur va exploser. Et je me demande même si j'ai encore de la place pour quelqu'un dedans. Donc je suis sur ce podium, je vois ce drapeau français, cette Marseillaise, drapeau qui monte. Alors je suis pas très émotive, donc je ne pleure pas. Je fais partie des gens qui n'ont pas la larme facile. Par contre, j'ai un cœur qui, pour toute ma vie, est rempli de bonheur. Et du coup, ça a beaucoup marqué toute mon histoire derrière, de me dire... j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Je fais demain encore. Et je suis aujourd'hui au jeu. On est au comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Ça aussi, ça fait partie des rêves exceptionnels dans une vie. Et je me dis que j'ai essayé à chaque fois de saisir l'opportunité d'essayer. Et puis, alors je peux pas dire que je l'ai fait toute seule, parce qu'on est toujours accompagné par tous les entraîneurs, la famille. On est toujours accompagné. Par contre, le rêve de chaque étape, je l'ai construit. C'est-à-dire que c'est moi qui me suis dit, allez, on essaye, on y va. Et au moins, j'essaye. Et si ça marche pas, mais au moins j'essaye. Donc c'est d'avoir rempli ce cœur une fois dans sa vie tellement plein. Donc c'est cette médaille d'or. Alors oui, 36-02, je rêvais d'un 35-99. C'était l'objectif qu'on s'était fixé avec l'entraîneur. Pour le coup, à la fin, on a quand même des objectifs de temps. Et j'ai fait 36-02. Du coup, j'ai réfléchi à me dire, est-ce que je fais 4 ans de plus pour aller chercher ce 35-99 ? Et j'ai décidé de pas le faire parce que entre 96, 2000 et 2004, le mouvement paralympique, il explose. Donc là, on raconte les médailles, mais le plus dur, c'était de casser ses temps pour avancer. Quand je faisais 39 de 4 ans plus tard, il fallait que je fasse 36 pour pouvoir avoir une médaille 4 ans après. Donc le niveau, il augmente énormément, il augmente très très vite. Et du coup, je m'entraîne de plus en plus. Je suis physiquement pas la même, peut-être plus d'appréhension de rater, mais en tout cas, je suis physiquement bien plus costaud, bien plus résistante, bien plus entraînée. Et pour autant, je ramène les médailles à peu près équivalentes à chaque jeu. Donc c'était le moment où il fallait pas faire l'Olympiade de trop. Donc moi, j'arrête, mais heureuse, sereine, malgré 3 centièmes de trop. Vous parliez de cœur tout à l'heure, des beaux moments des Jeux Olympiques. Et si finalement, votre meilleur souvenir, c'était pas celui-ci ? On s'est rencontrés aux Jeux Paralympiques d'Athènes en 2004. Et en fait, lorsque on a la cérémonie de clôture, je l'ai prise par ma main et on a fait ensemble, sur la piste, tout le tour du stade. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que ça serait la femme de ma vie, quoi. J'avais oublié ce petit moment. Le comité d'organisation écoutera peut-être ce podcast en se disant mais comment deux athlètes paralympiques peuvent faire le tour du stade pendant une cérémonie. Donc oui, c'était un moment aussi fort. Moi, j'étais plus dans l'euphorie. Lui, pour lui, il l'explique bien. Il explique que c'est le jour où il est certain qu'il va tout faire pour qu'on se marie. Moi, je suis plus dans l'euphorie des Jeux. Je suis plus, on se projette après quand on rentre. Mais tous les événements qu'on vit, c'était magique. On était tous les deux. On a fait le tour sur la piste. Donc c'est vrai que c'est grâce aux Jeux d'Athènes que je rencontre mon mari aujourd'hui, le papa de mes 2 enfants. Et aussi, ce qui est génial, ce qui est encore plus magique, c'est déjà les fondations énormes qui nous ont permis de nous rencontrer. C'est des moments magiques qui construisent une vie. Et puis surtout, on a des passions au quotidien qui sont partagées pour le sport paralympique, pour vraiment l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et depuis 2004, on a fait tous les Jeux ensemble. Les Jeux paralympiques, bien sûr, sauf Tokyo et Pékin, puisqu'il n'y avait pas de spectateurs. Mais en tout cas, depuis, on partage cette passion commune. Et chez nous, on collectionne les livres des Jeux paralympiques. Voilà, il s'agissait évidemment de Sébastien, lui aussi présent pour ces Jeux d'Athènes 2004 en qualité de gardien de l'équipe Cécifoot. Vous allez arrêter, justement, vous l'avez déjà évoqué, après ces Jeux de 2004. Voilà, le moment était venu, vous l'avez dit, vous l'avez fait sans regret, même si vous n'aviez, entre guillemets, que 24 ans.
C'était sans regret parce que j'ai vu des gens qui ont fait les Jeux de trop, qui ont fait la Paralympiade supplémentaire et qui se sont retrouvés sans médaille. Donc, comme je l'ai vécu à Sydney, à côté d'un ami, j'ai eu peur qu'il m'arrive la même chose. J'avais aussi des douleurs physiques qui étaient importantes au niveau de l'épaule. L'épaule était fatiguée, elle en avait marre et trop de tendinite. Et puis, j'ai 24 ans, je venais juste de terminer mes études, puisque je les ai terminées 1 an avant. 23 ans, je bac plus 5. J'ai envie de me prouver aussi à moi-même que ces études, ce bachotage que j'ai fait pendant 5 ans, il peut servir à quelque chose, que je peux le transformer dans une entreprise et que je peux justement... Alors, pour le coup, j'avais besoin de raccrocher cette image de sportif de haut niveau. Et je ne voulais pas d'un emploi lié avec mon sport. Donc, j'avais besoin aussi de me prouver que je pouvais m'intégrer dans un collectif, dans une entreprise. Donc, c'était le moment, le bienvenu. Et j'avais déjà signé mon CDI avant de terminer les Jeux paralympiques. Donc, tout s'ouvrait pour moi vers une nouvelle page à écrire. Vous allez donc intégrer EDF, où vous allez d'ailleurs occuper plusieurs postes, notamment comme fiscaliste, mais aussi aux ressources humaines. Et puis finalement, on l'a dit, avril 2020, vous rejoignez l'équipe du comité d'organisation de Paris 2024, responsable de l'intégration paralympique. Encore un sacré challenge. C'est surtout que c'est un rêve qui se construit d'adulte. On se rend compte que, alors déjà, on rate la candidature pour Londres 2012, donc petite déception juste après les Jeux d'Athènes. Et puis, la France obtient la candidature des Jeux de Paris 2024. Et là, je me dis, mais j'ai envie d'y jouer un rôle. Donc, un jour, en faisant un détour d'un CV à refaire chez EDF, puisqu'on peut évoluer dans les emplois, donc je faisais encore mon CV pour bouger, c'était le moment, il fallait que je bouge. Je dis, allez, on va faire la version plutôt sport, mettre en valeur, parce que j'étais consultante chez France TV depuis 2016. Donc, je me dis, allez, en plus, je fais depuis des années la semaine olympique et paralympique dans les écoles, sans savoir que c'est Paris 2024. En fait, j'essaie de porter les valeurs de mon sport et de la pratique pour tous. Et je me dis, on fait un petit CV, on va l'envoyer. Et forcément, une médaillée paralympique qui a envie de venir travailler à Paris 2024. Alors, ça n'a pas matché tout de suite parce qu'il n'y avait pas de poste. Et puis surtout, j'avais dit pas Paris. Et ça n'a pas matché tout de suite. Et puis un jour, on me téléphone, puis on me dit, il y a peut-être quelque chose qui pourrait correspondre à ton profil. Ça a été un long moment de réflexion parce que j'étais installée en famille avec les enfants dans une autre ville. Mon mari a dû démissionner, se retrouver à Paris sans emploi. Voilà, on a fait un sacré virage entre la campagne grenobloise et la ville de Paris et un vrai défi physique pour moi. Donc on a un petit peu réfléchi et finalement c'est lui qui m'a poussée et c'est lui qui a été le plus moteur et c'est lui qui a dit mais tu peux pas rater une chance pareille, tu peux pas rater les Jeux, on les connaît par cœur les Jeux, moi je les ai vécus plein de fois différentes, c'est mes 8e Jeux à Pékin, donc on les connaît mais on les a jamais vécus de l'intérieur et c'est magique de pouvoir poser aujourd'hui des bases pour tout le monde et en fait je suis leur Madame Paralympique, c'est-à-dire que dans un projet à double miroir, où à chaque fois que quelqu'un organise quelque chose pour les Jeux Olympiques, il fait la même chose pour les Jeux Paralympiques. Et moi, je suis là pour porter les petites spécificités qu'il peut avoir dans ce métier. Et surtout que les Jeux Paralympiques, il faut penser à quelques petites choses, dont la visibilité. Justement, quelles seront, selon vous, les grandes raisons pour lesquelles ces Jeux seront importants pour Paris, pour la France, pour le sport paralympique? Quels sont les grands enjeux? Les grands enjeux, pour moi, c'est que chacun considère que dans son comportement au quotidien, il peut changer la vie des personnes en situation de handicap. Et ça, quand on voit la performance que peuvent faire les athlètes de haut niveau dans un stade, quand on comprend les barrières qu'ils ont dû franchir avant d'arriver là à l'entraînement, on peut parler de transport, on peut parler d'accessibilité des sites, on peut parler de déplacement, on peut parler de beaucoup de choses. Ils comprennent, en venant voir les Jeux paralympiques, qu'il y a une dimension supplémentaire. Ils viennent voir. Et du coup, ça va avoir un impact énorme sur l'intégralité du pays et même de l'Europe. Et puis, je suis certaine, comme moi, quand on regarde les Jeux paralympiques, on est un enfant en situation de handicap, on peut se projeter. Et ça, c'est super important. Parce que finalement, on espère que toutes les personnes qui se disent « c'est difficile de sortir de chez moi pour aller jusqu'au club pour m'entraîner », je vais essayer, on ne sait jamais. Et peut-être que je vais y trouver quelque chose. Et ça, c'est très important. Donc, ça va transformer aussi l'envie des gens de pratiquer le sport. Parmi les enjeux et les défis, c'est aussi de faire connaître peut-être ces 22 sports représentés aux Jeux paralympiques, aussi bien au niveau des règles, qui sont parfois un peu différentes, et puis aussi, évidemment, des athlètes parfois un peu méconnus, insuffisamment exposés. Ça aussi, c'est important de s'attacher à ces athlètes. Et votre mari a insisté, ils sont tout aussi méritants. Ce sont vraiment des athlètes de très très haut niveau. C'est un défi de
les faire connaître. Vous l'avez dit, la classification, c'est un défi, c'est-à-dire de faire comprendre les règles du jeu, de faire comprendre les différentes catégories de handicap. Et puis, c'est un défi aussi de faire connaître les athlètes. Parce que forcément, je suis pas certaine qu'on achète un billet si on sait pas ce qu'on vient voir. Donc, c'est ce qu'on fait au quotidien dans notre travail. C'est ce qui m'a occupée toute la journée aujourd'hui. C'est de travailler sur les moyens qu'on peut utiliser pour faire connaître et donner envie aux gens. Alors, on travaille beaucoup sur l'effet waouh. Et rien que déjà la beauté des sites qui ont été choisis, puisque tous les sites olympiques sont identiques aux sites paralympiques dans la même discipline. C'est ça qui est intéressant. Aller voir du tennis à Roland-Garros, tout le monde sait faire, tout le monde peut le faire. Et aller voir du tennis fauteuil aussi à Roland-Garros, c'est aussi magique. Et toute la partie animation, la partie festive, tout ce qui va être fait pour les Jeux olympiques seront identiques pour les Jeux paralympiques. Donc la personne, elle va vivre la même féerie. Donc, on a besoin aujourd'hui, on travaille sur le sujet de la médiatisation, de la communication. Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur des plannings de compétitions internationales qui se déroulent en ce moment sur toute l'année 2022 pour inviter les médias, pour les sensibiliser, pour faire connaître des athlètes, pour que demain, tout le monde puisse citer Alexis Anquincan, que tout le monde reconnaisse, j'espère, peut-être Marie Patouillet, si elle est encore là dans 2 ans. Voilà, de faire connaître ces stars qui ont de la perf au quotidien. Et puis, c'est beau. Mes enfants étaient au tennis Open de tennis international, ramasseurs de balles, vendredi dernier. Ils ont été interviewés et le petit a dit « mais ils sont 4 fois plus forts que moi ». Voilà, donc c'est vraiment montrer la performance, c'est l'angle d'attaque, c'est montrer la performance. Et l'histoire, elle est importante, mais qu'on la mette pas en premier. Qu'on parle d'abord performance. Bien sûr, l'histoire de chaque personne est importante pour comprendre ce qu'il pratique aujourd'hui, mais c'est pas le point d'attaque. Être inspirant, c'est évidemment l'un des objectifs aussi de ces Jeux de Paris 2024. C'est aussi un thème essentiel dans Allons enfants. Alors, inspirante, vous l'êtes, et pas pour n'importe qui. C'est ma maman en premier cas. Et après, je suis heureux d'avoir eu une maman qui est aussi forte, avec un handicap. Donc, je suis très content. Elle est exceptionnelle. Justement, je reviens pas qu'elle sait faire de la natation avec son handicap. Je l'adore. Elle-même, parfois, avec son petit bras, elle arrive à porter des assiettes. C'est incroyable ce qu'elle fait. Je suis vraiment impressionnée par tout ce qu'elle fait et je l'aime. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ta maman si tu voulais lui laisser un petit message? Je suis fière de toi car tu arrives à faire beaucoup de trucs malgré ton handicap. Je suis très fière d'être ton fils. Voilà, bisous. Ah là, vous m'avez touchée. Ils ont bien gardé le secret, ces petits coquins. Ils sont très forts. Je ne savais pas qu'ils avaient été interviewés, c'est magique. Effectivement, c'est vrai que des fois, je leur donne du relief par rapport au quotidien. Parce que souvent, ils me disent « Maman, on t'a encore attendu au ski ». Et on skie ensemble depuis des années, tous les 4. Et c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup. On est tous les 4 autonomes sur les skis. Et souvent, ils arrivent en bas et me disent « alors, maman, t'es tombée ?» Non, maman, elle arrive. Et puis cet hiver, on a été skier avec d'autres familles, entre amis. Et on attendait toutes les autres mamans. Et quand on est rentré le soir, je leur dis « Voyez les gars, maman, elle n'est pas dernière. C'est pas maman qui est en dernier. » Voilà, donc on essaie aussi de leur donner, parce que finalement, la performance, alors c'est beau qu'ils arrivent à le formaliser, mais on essaie de leur donner un peu de relief par rapport à la performance et par rapport à ce qu'on fait au quotidien. Parce que finalement, tout le monde dit que mes enfants sont très, très aidants, très autonomes, que je les ai beaucoup accompagnés pour qu'ils puissent m'aider. Mais moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a une chaussure qui traîne au milieu de la salle à manger ou qu'il y a une chaussette qui n'a pas été ramassée. Mais finalement, on me le renvoie beaucoup dans mon entourage, c'est qu'on essaye aussi de leur transmettre ces valeurs d'accompagnement des gens qui ont un besoin spécifique. Ils savent guider une personne qui est aveugle dans les rues de Paris quand ils vont chercher au bus un ami qui nous rejoint pour dîner. Et ça, c'est important. C'est important qu'ils comprennent dans les comportements et que tous les enfants de France, d'Europe, du monde entier, comprennent que dans leur comportement et leur façon d'agir, ils peuvent être inclusifs. On va arriver à la dernière question, Ludivine, d'Allons enfants, notre question un peu signature. Qu'auriez-vous C'était d'ailleurs Benjamin et Louis, on les a pas nommés, les 2 petits bonhommes qui ont été super, âgés de 12 et 9 ans. Qu'auriez-vous envie de dire justement, vous, à Ludivine, quand elle avait l'âge de vos garçons, qu'elle découvrait la natation du côté de Charvieux-Chavagneux, si elle était là maintenant, face à vous? Ne t'inquiète pas, tu vivras des moments magiques, inoubliables, tu auras une vie complète, une vie hyper riche. Alors s'il te plaît, t'inquiète pas, arrête de pleurer.
Et puis, essaye de continuer à faire ce que tu vas faire de mieux. C'est essayer de transmettre ça et continuer. Moi, j'ai souvent des rendez-vous chez le prothésiste avec d'autres mamans à côté de moi dans la cabine qui viennent discuter parce que j'essaie de transmettre toutes moi les difficultés que j'ai pu rencontrer petite fille en tant qu'adolescente et de rassurer les autres. Ça va se passer tout aussi bien. Tu pourras conduire, tu auras des enfants, tu auras une vie hyper riche. Tu travailleras même pour Tony Estanguet au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà, c'était la rassurer. Un grand merci, Ludivine. Merci, c'était un vrai plaisir. Et allons enfants, Paris 2024 va bientôt arriver. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.